Bon, et pour parler donc de ce sujet, l'impact des médias dans la guerre au Moyen-Orient, on a en ligne Dr Ali Kamel qui est professeur de santé mentale. Bonjour Dr Ali Kamel. Bonjour. Donc la guerre de l'information est devenue un élément central, surtout dans cette guerre au Moyen-Orient. Dans quelle mesure donc les médias sont-ils devenus aujourd'hui une composante essentielle, une composante principale des guerres modernes au Moyen-Orient? Eh bien, c'est une bonne question parce qu'en fait, on ne peut pas modifier, on ne peut pas généraliser les médias. Par exemple, Al Jazeera, elle donne des informations, chaque média donne une information différente. Et donc, manipuler les auditeurs, ça peut être effectivement très néfaste. Et à ce moment-là, il faut trouver un moyen pour lutter contre les méfaits des médias. À savoir que si on met des photos ou des images fausses ou anciennes, par exemple, aussi on donne des informations sans vérification. Donc ici, on n'a pas d'évidence, on n'a pas vérifié l'information. Donc, comme vous le savez, ou bien on donne l'information avec une référence. Les sources de l'information. Oui, il faut vérifier l'information, mais ça, c'est, comme vous le savez bien, c'est très très important de vérifier. On peut lancer n'importe quoi, n'importe qui, et on peut mettre des images fausses pour des raisons politiques ou économiques, ou même on peut manipuler par l'intelligence artificielle. Le média est capable à faire beaucoup une guerre psychologique. La guerre psychologique, c'est une arme, si vous voulez, pire que les canons et que les avions et comme ce qu'on voit actuellement. Et donc, il faut toujours avoir une source d'information valide. Et donc, deuxième point, il faut voir aussi qui doit recevoir l'information. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce qu'il n'est pas vulnérable? Est-ce qu'il est sensible à l'information? Parce qu'en fait... Oui, docteur Ali Kamel, est-ce que vous pouvez nous donner donc une définition de la guerre psychologique? Que signifie une guerre psychologique? Une guerre psychologique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les artilleries ou les choses classiques militaires comme outil de guerre. On utilise le mot, l'image et les fausses informations pour donner une information fausse pour l'ennemi. C'est-à-dire, par exemple, on peut le matin écrire dans le journal El Ahram, par exemple, que Israël a frappé l'Iran, alors que Israël n'a pas frappé l'Iran. Ou on peut dire que les États-Unis a fait tel acte en Arabie Saoudite, alors que les États-Unis n'ont rien fait du tout. Et donc, si vous voulez, si on n'a pas de source, il faut absolument que la télé ou la radio ou les journalistes donnent une information valide et avec une source. Par exemple, si on ne sait pas d'où vient cette information, donc on peut toujours douter que c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est faux. Oui. Ce qu'on appelle les fake news. Oui. Les fake news, c'est des informations... Oui, et comme vous le savez, donc les gens, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, ont recours maintenant aux réseaux sociaux, au Facebook par exemple, pour savoir l'information. Les gens donc
ne sont pas intéressés comme autrefois par la télévision, par les journaux télévisés. Alors ils tiennent l'information des réseaux, ils tirent l'information des réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Est-ce que vous voyez que ces réseaux sociaux sont devenus une plateforme principale ou un terrain principal pour la guerre psychologique? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, car on ne peut pas actuellement dire que 80, on peut pas dire que les informations données par la télé ou par Facebook ou par Instagram ou n'importe quelle source, elle est valide ou elle est vérifiée. Et donc on peut dire que 80 à 90% des fausses informations sont données sur Facebook. Exemple, oui. On dit par exemple que Netanyahou il est mort alors qu'il est vivant, par exemple. On donne, bon, alors, il y a des facteurs de risque si vous voulez. Si la personne qui écoute l'information, si les citoyens qui écoutent l'information, elle est vulnérable psychologiquement, il est influençable, donc là c'est un facteur de risque. S'il est malade psychiquement, c'est un deuxième facteur de risque. Si on est dans une situation de guerre, donc ennemi, on lutte contre l'ennemi. Et donc à ce moment-là, on va donner des informations fausses. Économiquement, on peut faire un état de panique psychologique chez les éditeurs quand on dit par exemple que les prix de l'essence ont augmenté, que les prix vont augmenter, tout va être cher, donc ça va amener à la délinquance et à la criminalité, ce qu'on appelle la cybercriminalité. Donc en fait, le sujet est vaste, il touche la cybercriminalité, et donc on doit étudier, si vous voulez, les facteurs de risque, et les médias, ils doivent lutter contre ça par donner des informations réelles. Par exemple, si les citoyens ignorent, n'ont jamais étudié le droit civil, le droit pénal, le droit constitutionnel, il peut être très facilement manipulable. Et donc c'est pour ça qu'on peut donner conseil à l'État de faire introduire des bases, des principes, des bases des droits, le droit. Et donc, pour qu'on puisse vérifier l'information. Oui, et comment donc vous expliquez l'attitude de cette personne-là qui partage toute information sur Facebook ou sur Instagram sans avoir recours ou sans vérifier cette information? Il y a des personnes qui partagent toute annonce sur Facebook de n'importe quelle source, alors tout le temps pour... comment vous expliquez cette attitude-là? Est-ce que c'est pour attirer l'attention, pour donc partager ou pour semer le chaos? Eh bien, on ne peut pas savoir l'intention de chaque personne qui a un téléphone mobile et qui lance sur Facebook une information. Oui. Il y a des gens qui s'amusent, bon, ils s'amusent avec mettre des chansons, comme mettre de la musique. Faites une provocation, c'est stimulant, c'est comme dans le sport, si vous voulez. Pourquoi on pratique un sport dangereux? C'est parce que ce sport donne un plaisir. Ouais. Et donc il y a des personnalités sadomasochistes qui donnent des fausses informations pour faire souffrir les autres. Oui. Ils savent que cette information va provoquer une tristesse ou va provoquer quelque chose. La situation, il faut à ce moment-là arrêter d'écouter l'information. C'est le plus simple de fermer la télé par exemple, ou la radio qui donne des fausses informations. Ou de ne pas lire ce journal dans la mesure où on a su que cette personne donne de fausses informations, des fake news. Et donc il y a un côté, si vous voulez, facteur de risque, il y a un facteur d'information, c'est-à-dire qu'avant étudier le problème, il faut savoir à qui on parle. Si c'est un enfant, bien sûr que dans les médias,
les parents, ils peuvent ne pas exposer leur enfant à des informations fausses par manipuler l'appareil de l'enfant. Ou il y a des parents qui empêchent leurs enfants d'avoir un portable, vous voyez. Et on peut toujours, si on a une chaîne qui donne de fausses informations, Oui. ben on peut toujours ne pas l'ouvrir. Par exemple, on peut changer des chaînes. Oui. On peut aussi utiliser de la musicothérapie ou de choses spirituelles pour remplacer les provocations données par le média. On n'est pas obligé d'écouter, de regarder, si vous voulez, des fausses informations, des canons, des avions, des catastrophes. Parce que nous savons que la personne qui exposée, si vous voulez bien, à risque de décompensation psychologique. Il y a des gens qui peuvent avoir des états de panique. Quand ils regardent la télé, ils peuvent tomber par terre, ils peuvent avoir Docteur Ali Kamel, professeur de santé mentale, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. Tout de suite, on va continuer avec notre deuxième sujet, le rôle de l'Égypte et des pays arabes dans le conflit, le rôle diplomatique bien sûr dans le conflit au Moyen-Orient, tout de suite après cette pause.